Bienvenue dans le podcast Génération Investisseur, le podcast créé par Boussole en argent. Je suis Hugo, un passionné de finances personnelles et je travaille dans un cabinet en gestion de patrimoine indépendant. Seulement 15% des Français déclarent avoir reçu une éducation financière, pourtant c'est un sujet essentiel. Toutes les semaines, on va apprendre ensemble à bien investir, budgétiser, entreprendre et bien plus de sujets encore à travers des interviews d'experts et des podcasts en solo. Ma mission, rendre accessible à tous l'éducation financière. Alors installe-toi confortablement pour cet épisode et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Génération Investisseur. Salut à toi Axel Paris et bienvenue sur le podcast Génération Investisseur, j'espère que tu vas bien. Salut Hugo, merci pour l'invitation. Très bien, ouais. Et toi ? Ça va très bien, merci. Comme d'habitude, je demande première question à mes invités, c'est de te présenter rapidement, dire ce que tu fais. Alors c'est pas simple de condenser un peu toute une vie, hein, mais en gros pour résumer, moi donc je m'appelle Axel, je suis de Bordeaux et j'ai 2 chaînes principales. Donc j'ai ma chaîne principale qui s'appelle Axel Paris, où là je parle de plein de sujets, donc en lien avec les finances, l'investissement, donc ça peut être investissement en bourse, en immobilier, en d'autres types d'investissements. Je fais aussi beaucoup de retours d'expérience sur ce que moi je fais à titre personnel dans ma vie. Donc forcément en ce moment c'est plus la partie investissement, fiscalité, gestion de ses finances, Ouais. ces sujets-là. Mais ça peut aussi parler d'entrepreneuriat. Et j'ai une autre chaîne qui s'appelle Axel Investir avec Interactive Broker, où là, c'est une chaîne dédiée aux courtiers Interactive Broker, où là, j'explique aux gens comment se créer un compte, le configurer, comment démystifier finalement ce courtier qui est vraiment pas simple à prendre en main. Et à côté de ça, je fais aussi plein d'autres trucs en tant que entrepreneur, entre guillemets. Donc, j'ai plus envie de dire que j'ai un peu mon métier, c'est plus entrepreneur que créateur de contenu, puisque du coup, je vais faire par exemple des événements physiques, je vais faire de l'affiliation, mais du coup des fois en dehors de YouTube. Ouais. Et là prochainement, donc là je suis en train de faire tout le process pour devenir CGPI, donc conseiller en gestion de patrimoine indépendant, en passant la formation, donc là j'ai donné tous les termes un peu compliqués, Ouais. en passant la formation CIF, conseiller en investissement financier. Et donc le but c'est de rusher ça, donc le faire entre guillemets le plus rapidement possible, pour que toute la partie on va dire administrative, fiscale et tout soit faite, et donc que je sois opérationnel en tant que courtier début d'année 2024. Donc voilà, ça c'est un peu les différents projets en ce moment. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop dire créateur de contenu, parce que je fais aussi plein d'autres choses à côté. Ouais, je vois ça. Pour faire une petite transition avec ce que tu fais dans ton contenu, je trouve une bonne manière de comprendre ta philosophie, un peu ton parcours, c'est en fait ce que tu as écrit à l'arrière de ton livre. Tu as écrit la chose suivante: investir jeune est la clé de la liberté financière. Plus vous commencez tôt, plus vos bénéfices seront élevés. Tu fais référence là à la mécanique des intérêts composés. Quel que soit votre salaire, vous pouvez dès aujourd'hui élaborer une stratégie pour contrôler vos dépenses, optimiser vos placements et améliorer votre niveau de vie sur le long terme. Et tu partages en toute transparence tes succès et tes échecs. On va en revenir juste après. Ça, je trouve, c'est un truc, une particularité que tu as, que je trouve une transparence vraiment que j'ai vu nulle part ailleurs dans la création de contenu sur les finances personnelles en France. À 19 ans, tu t'es fixé pour objectif d'atteindre 1 million de patrimoine net avant tes 30 ans. On pourra en parler aussi où tu en es à peu près aujourd'hui dans cet objectif. Et 4 ans plus tard, tu investis des dizaines de milliers d'euros en bourse et tu es propriétaire de ton premier appartement. Ça, c'est au moment où tu as créé ce livre. Aujourd'hui, tu es même propriétaire d'un immeuble de rapport. C'est ça. Donc Alors ça, l'immeuble, faut remettre c'est vrai que la ouais, pendule à l'heure, entre guillemets, c'est juste 4 petits appartements dans le centre de la ouais, France, donc ça ne vaut pas, enfin, souvent quand on parle d'immeuble, on a ouais. l'impression que c'est un immeuble genre un HLM, avec 50 appartements. Donc non, c'est 4 appartements, ça reste à peu près 215 000 € d'investissement, en gros. Donc pour donner à peu près une idée de ton parcours, tu as commencé donc ta carrière entre guillemets d'investisseur à 19 ans. Tu C'est as ça. commencé avec combien en patrimoine, on va dire, net? En patrimoine, en fait, je pense que j'ai commencé avec, l'épargne que mes parents m'ont faite, hein, clairement. Donc j'avais une petite assurance vie avec, 1 500 ou 2 000 € je crois, et ensuite j'avais un compte courant, je crois autour de ouais 3 000, 4 000 €. Et en fait, j'ai commencé à travailler donc en étant micro-entreprise. Donc là, j'ai Ouais. commencé un peu à me faire des sous, donc je dirais, quelques centaines par mois. Et ensuite, donc j'ai fait mes 3 ans d'études à Bordeaux, et la première année, j'étais en alternance. Et donc l'alternance, tu commences tout de suite à toucher des 700, 800, quasiment 1 000 €. Donc moi, mon Mmh. premier salaire, c'était 1 000 € par mois. Et donc là, c'était allé assez vite. Et du coup, mon premier investissement, moi, ça a été 3 000 € sur les actions FDJ, quand ils sont entrés en bourse, en fait. Mmh. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu un peu le bon filon, puisque ça a bien monté depuis. Et donc du coup, j'ai commencé comme ça, donc c'était le PEA. Et ensuite, je me suis dit, bon ok, c'est sympa le PEA, sauf que comme je l'avais ouvert chez ma banque, je me suis redirigé vers d'autres courtiers en ligne, du type de Giro au tout début. Puis ensuite, j'ai migré vers du Trade Republic et du Interactive Broker, pour différentes raisons. Et du coup, voilà, c'est comme ça que
j'ai constitué au fur et à mesure beaucoup de patrimoine. Et comme j'étais en micro-entreprise, mes revenus augmentaient. J'étais aussi en alternance, mes revenus ont stagné à peu près, mais ils sont restés autour de la même chose, donc autour de 1 000 1 500 € par mois. Mmh. Et ben en gros, j'avais beaucoup d'épargne à investir, puisqu'au début, j'étais chez mes parents, puis ensuite, je suis allé sur Bordeaux. Et donc là, j'avais qu'un loyer à payer, et moi, j'étais très peu dépensier. Et ben en gros, la grosse majorité de ce que j'avais, je l'ai investi en bourse. Et en gros, en 2 ans quasiment, je suis monté autour de 50, 60, 70 000 € investis sur Interactive Brokers. Donc là, aujourd'hui, à peu près, donc tu as commencé avec un patrimoine en fait, classique d'un jeune qui est en alternance, etc. C'est ça. Et aujourd'hui, après, en patrimoine net. En patrimoine net, du coup, là, je suis autour de 200, on va dire 220-230 000 €. Donc je suis pas encore à mon objectif des 1 000 000 net. En fait, l'objectif, il a aussi un peu évolué. Ouais, C'est-à-dire que, j'imagine. comme du coup, j'étais en gros, quand j'ai écrit le livre, j'étais en mode, salarié micro-entrepreneur. Et en fait, ça, c'est vraiment un mode particulier parce qu'il faut bien comprendre qu'on pense comme étant une personne physique, donc en étant, moi, Axel, c'est mon argent, j'investis tout de suite. Et en fait, quand moi je suis passé du coup, de salarié à 100 indépendant, j'ai changé, donc j'ai arrêté ma micro-entreprise, je suis passé en SASU, société, enfin en gros c'est une société distincte, donc c'est vraiment une personne Mmh. morale distincte, donc c'est plus Axel Baris, c'est une autre société. Ouais. Et en gros quand cette société-là gagne de l'argent, c'est de l'argent de la société, je peux pas en faire ce que je veux, et donc c'est pas mon patrimoine à moi directement, c'est le Mmh. patrimoine de la société. Et donc si je veux utiliser cet argent que je gagne dedans, soit je me le verse en dividendes, soit je me le verse en salaire, mais du coup ça veut dire repasser, encore une fois par la case imposition, parce que on est déjà imposé à l'impôt sur les sociétés quand on fait du bénéfice dans la société. Donc on passe 2 fois dans la case impôt. Et dans un premier temps, c'est pas forcément simple de faire ce choix-là, de se dire vas-y, je vais tout me verser et donc payer un max de cotisations et un max d'impôts quand je me verse ça. Et d'un autre côté, comme du coup j'ai fait une rupture conventionnelle avec la fin de mon travail, qui s'est fait donc là en septembre 2023, là du coup je vais commencer à toucher le chômage. Et donc, si je me verse un salaire, ce sera inversement proportionnel, enfin mon chômage sera inversement proportionnel. Mmh. Donc, j'ai tout intérêt à garder cet argent dans la société et ne pas me le verser pendant encore 18 mois pour continuer à toucher mon chômage pendant 18 mois. Donc ça, c'était la raison pour laquelle l'argent reste dans la société. Et donc, comme l'argent reste dans la société pour l'instant, en gros, on change sa vision de voir les choses. C'est est-ce que j'investis avec ma société ou est-ce que j'investis en perso? Et donc, Mmh. moi, dans ma tête, j'étais en mode, je veux faire 1 million de patrimoine net en étant en perso. Ouais. Mais du coup, avec une société, comment est-ce que je l'évalue? Donc, est-ce que je prends la valeur de ma société et je dis c'est la valeur de mon patrimoine à moi, ou est-ce que c'est vraiment deux choses distinctes, ou alors admettons, je fais des investissements avec ma société, je le considère aussi dans mon patrimoine à moi. Enfin bref, du coup, c'est une mécanique qui est totalement différente. Je sais pas si toi, tu as eu l'occasion de coacher ou de conseiller des entrepreneurs, des gens qui ont des gros patrimoines, etc. Ouais. C'est quoi un peu leur vision sur l'investissement, justement dans ce cadre-là, quoi? Qu'est-ce que Ouais, eux ils font? Est-ce qu'ils retirent un max? ouais. Est-ce qu'ils investissent avec leur société? C'est quoi les stratégies? Ouais, effectivement, en fait, c'est très différent. Comme tu dis, c'est une manière complètement différente de gérer son patrimoine. Déjà, il y a la première question, en fait, de la société. C'est-à-dire quelle société on va créer. La plupart des personnes sont en nom propre et vont évoluer vers une société, surtout pour une question de chiffre d'affaires, parce qu'ils vont être fortement fiscalisés au bout d'un moment quand ils sont en nom propre. Effectivement, ouais, c'est une gestion, en fait, de son patrimoine qui est complètement différente. Les placements vont pas être les mêmes. Il y a aussi la question de comment il se rémunère. Est-ce que je me paye en dividendes? Est-ce que je me paye en salaire? Si j'ai un salarié, je peux peut-être faire un plan d'épargne d'entreprise pour peut-être se rémunérer de manière défiscalisée. Il y a plein de manières, en fait, d'optimiser tout ça. Mais effectivement, toi, en tant qu'entrepreneur, alors je dirige, on va pas parler que d'entrepreneuriat, même assez peu. J'aimerais vraiment focaliser sur ton parcours en tant qu'investisseur. J'ai vu aussi le podcast que tu as fait avec Antoine BM, où là, tu parles vraiment du côté entrepreneuriat, qui était très intéressant. Heu, Tu dis du coup dans ton livre que tu effectivement d'ailleurs c'est pas quelque chose que tu dis dans ton livre, c'est quelque chose que tu fais vraiment dans ton contenu, partager en toute transparence tes succès et tes échecs. C'est quoi pour toi, en tant qu'investisseur, ton plus grand succès et ton plus grand échec? Waouh, c'était une très bonne question ça, j'avais pas trop préparé. En fait, il y a plein de choses, où je me dis c'est plein de choses cumulées qui font que, je suis très content d'arriver là où j'en suis et tout. Ouais. Moi, je pense que mon plus grand succès, c'est un peu ce que tu as pu dire, c'est-à-dire, d'être transparent, de fait de partager avec, les gens ce que je fais. Parce qu'en fait, ça me permet de me remettre en question et de me dire: «OK, ça» enfin, par exemple, il critique ça pour telle raison. OK, il a raison de dire, que c'est pas fou, cette manière de penser ou quoi, tu vois? Donc en fait, ça permet de me faire critiquer, mais de la bonne manière. En gros, moi, j'ai la chance quand même d'avoir une audience qui est pas en gros, j'ai pas je suis pas grand public, quoi. Donc, moi, mes Ouais. vidéos, elles vont pas attirer n'importe qui. Quand je vais parler du LMNP, par exemple,
je sais que ça va pas attirer le hater de Squeezie qui va regarder ma vidéo, tu vois, clairement pas. Donc l'avantage c'est que j'ai des gens qui sont très nichés et qui vont pouvoir aussi remettre en question ce que je fais, pourquoi j'ai fait cette stratégie, etc. Donc c'est assez intéressant. Donc ça, je pense que c'est un peu un grand succès et c'est aussi, ça me permet de me cadrer dans ce que je fais. C'est-à-dire que en gros, quand je fais des vidéos sur les finances, etc. et sur l'investissement, si par exemple il se passe un an sans que j'investisse quoi que ce soit ou que je fasse quoi que ce soit de bien ou que par exemple, je prends pas soin de mes finances, ben, je me sens un peu coupable parce que je dois un peu montrer l'exemple, tu vois. Donc, je pense que Ouais. mon plus grand succès, c'est justement de devoir montrer l'exemple parce que j'ai ce rôle, enfin, je me suis donné un peu cette casquette de hyper transparence. Mmh. Et donc, si des gens ils voient, ah, le mec, il a cramé 15 000 balles dans le casino, bah, en fait, c'est un gros mytho, il sait pas Ouais. gérer son argent et tout ça, quoi. Et puis, en gros, en échec, c'est pas vraiment un échec, mais je dirais quelque chose que j'aurais fait différemment, c'est que j'aurais investi moins fort. En fait, ça dépend de ses stratégies. Mais moi, ma stratégie, du coup, c'était de faire de la bourse avec le cash que j'ai et de lever de la dette pour faire de l'immobilier. Et en fait, comme j'avais acheté un premier appartement cash qui valait que 40 000 euros, du coup, là, j'avais donc juste mis que 40 000 euros, mais j'ai pas eu de problème et j'ai pas eu de trucs comme ça. Donc, je me suis dit, ok, bah, j'ai pas eu besoin de beaucoup d'épargne pour ça. J'en ai fait un deuxième, donc qui était un immeuble de rapport en mars 2023. Donc là, c'était un projet à 215, entre 215 et 220 000 euros. J'ai dû mettre du coup 10 000 euros d'apport, mais en même temps, il y avait des parties de travaux qui ont un peu pris en valeur, enfin la facture a un peu augmenté. Mmh. J'ai mis au total entre 15, je crois entre 15 et 20 000 euros à peu près d'épargne que j'avais, donc qui n'ont pas été utilisés par la banque. Et récemment, j'ai eu une tuile, comme on peut dire. Donc c'est un dégât des eaux, enfin sur la toiture, quoi. Et donc ça s'est infiltré chez un de locataires. Donc bref, j'ai dû faire un demi-loyer chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi? Bah, en gros, il faut que l'expert intervienne et donc ça met des mois à arriver. Mmh. Donc du coup, la réparation va se faire dans des mois et en fait, il faut que je refasse, je pense, carrément toute la toiture. Donc Ah en oui, gros, c'est d'accord. un billet autour de 30 000, Ouais. entre 30 et 40 000 euros au total. Et donc, je dirais que mon erreur, pour synthétiser, c'est de ne pas avoir mis assez de côté pour faire des projets immobiliers, surtout pour prévenir ce genre de problème de toiture, de dégâts qui pourraient arriver, quoi. Et moi, je pense que, en gros, j'ai tout de suite, en fait, je me suis fait, je pense, 4-5 mois, comme on dit, 4-5 mois d'épargne, et tout de suite, j'ai commencé à investir le surplus, mais à Ouais. fond, à 100% dans la bourse, et j'ai pas continué à mettre de côté. Donc voilà, je pense que si je devais donner un conseil aux gens, c'est si vous voulez faire de la bourse et de l'IMO, bah, vraiment faites une très grosse épargne de sécurité enfin pas vraiment de sécurité du coup, c'est vraiment une très grosse épargne projet qui est dédiée à l'immobilier, parce que ça peut faire mal. Je pense que la plupart des gens qui font de l'immobilier pourront vous le dire, en tout cas ceux qui ont de l'expérience pourront vous dire que ça coûte, enfin ça peut vite coûter sur des trucs qu'on ne prévient pas, voilà. Ouais, effectivement, ça, c'est les imprévus de l'immobilier, hein, classique. L'immobilier est très bien, effectivement, pour, l'effet de levier du crédit, ce qu'on peut pas faire en bourse, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire. Avec le crédit lombard, c'est possible, mais c'est beaucoup plus complexe. En tout cas, pour, effectivement, quand on est jeune surtout et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'épargne perso, l'effet de levier du crédit est super intéressant. Ce dont tu parles avant, du coup, des quelques mois, à avoir de côté, donc c'est l'épargne, en fait, de précaution. Et effectivement, avoir en plus cette épargne, pour les imprévus, en fait, de notre projet immobilier. Toi, tu estimerais ça à la louche à combien de pourcents d'un projet immobilier à avoir de côté pour les imprévus? En fait, moi, je dirais que du coup, enfin moi, mon épargne, je la divise en plusieurs poches. Donc, je OK. ferai une poche effectivement d'urgence où là, on dit, bah, faut avoir 6 mois. Bon, maintenant, moi, je suis plus, je préfère être encore plus sécuritaire en disant, bah, 6, 8 mois, des fois 12 mois. Certes, ça va faire beaucoup, mais tu te sens plus à l'aise parce que Ouais. en vrai, si tu dépenses, je sais pas, 1 500 € par mois et que tu as une voiture, bah, ça va te faire une poche au total de, je sais pas, 6-7 000. Bah, tu dois remplacer ta voiture complètement. Ça te fait quand même très mal à ta poche, tu vois. Mmh. Donc, du coup, j'aurais tendance à dire un poil plus. Ensuite, je vais avoir une autre poche qui va être sur l'épargne plus, donc moi j'appelle ça fourniture, mais fourniture ça va plus être les dépenses de je dois m'acheter un manteau, je dois m'acheter, enfin j'ai envie de changer de lit, j'ai envie de m'acheter une caméra, enfin bref, j'ai envie de faire un peu, tu vois, tout et n'importe quoi. Donc c'est un peu fourniture, c'est un peu tout. Donc c'est affaires de sport, c'est vêtements, c'est Mmh. plaisir aussi. Et enfin une autre poche qui est plus vacances, puisque là du coup ça va arriver peut-être 2-3 fois dans l'année, mais à des gros coûts. Donc si tu pars en voyage, tu prends l'avion, ça te coûtait 600 ou 1 000 balles, bah forcément ça coûte très vite cher. Donc Ouais. en gros faire une petite poche dédiée.
Et en gros, ces poches-là, dès l'instant où je fais une dépense du coup liée à ce projet, donc par exemple, je dépense, je sais pas, 1 000 € pour un ticket d'avion avec mon compte courant, bah, je prends dans ma poche vacances, je refais un virement pour arriver donc au même montant que j'avais initialement sur mon compte Ouais. courant. Donc voilà, ça c'est un peu ma manière de gérer sur l'aspect gestion de ses finances. Et du coup, en termes de montant pour la partie projet, donc une autre poche du coup qui serait épargne investissement IMO, bah, je dirais, bah, clairement déjà, faut faire le montant de l'apport. Donc, si vous voulez investir, je sais pas, 200 000 et que vous devez mettre 5 ou 10% de montant de l'apport, bah, faut avoir 10% de ça. Et ensuite, bah, moi, je vous conseille de doubler cet apport, donc de rajouter 10 ou 20 000 euros. En gros, d'avoir, enfin après, ça dépend du projet, mais c'est vrai que je pense pour n'importe quel projet, après avoir mis apport, moi, je vous conseille d'avoir 10 000, 15 000 euros pour voir venir. Parce que là, par exemple, 10 000, 15 000 euros, ça permet de régler grosso modo beaucoup de problèmes. Et donc là, on peut voir que par exemple pour une toiture, moi de à peu près 100, je crois que ça fait 150 mètres carrés, et ben, en gros, je peux réparer ma toiture pour 40 000 € quoi, donc en OK. refaisant la totalité. Après, c'est pas 40 000 € que je vais probablement, je pense, mettre tout de suite de ma poche. Je vais sûrement faire un crédit travaux, peut-être sur 5 ans, 10 ans, enfin, je sais pas, sur quelles sont les échéances et ce Mmh. qui est possible de faire. Mais il y a de fortes chances que je fasse ça, même si le crédit, du coup, va me coûter un peu cher. Mais au moins, ça m'évite de mettre 40 000 €, parce que là, aujourd'hui, 40 000 €, je peux pas les sortir tout de suite en épargne. Je suis obligé de vendre des actions, je suis obligé de faire quelque chose. Donc, effectivement, ça me met un peu dans l'embarras. Donc, c'est pour ça que je recommande aux gens de mettre quand même pas mal de côté s'ils veulent faire de l'immobilier, bien sûr. Ouais, effectivement, ce que tu as parlé aussi en termes de gestion, de finances, c'est, ce que moi j'appelle un peu la technique des enveloppes. Alors il y a la technique, j'ai fait un podcast d'ailleurs dessus avec une spécialiste qui crée du contenu là-dessus. Il y a les enveloppes physiques, ça marche de fou, ce genre de contenu sur Instagram. Mmh. Et moi ce que j'aime plus, c'est les enveloppes digitales. Je sais pas ce que toi tu dis, moi j'utilise N26 perso, avec les espaces que tu peux, diviser. C'est ça, exactement la même chose, mais c'est sur Revolut et ils Ouais, appellent ça des coffres. Et là, récemment, exactement. ils ont lancé alors je sais pas s'ils appellent ça des coffres d'épargne ou des comptes épargne, un truc comme ça. Et en gros, c'est exactement la même chose, sauf que maintenant, c'est de l'épargne qui est rémunérée. Donc, Ouais, ça refait, en fait, avant, les gens, ils me disaient, ouais, mais enfin, sur ma banque traditionnelle, je peux le faire avec des livrets et du coup, je gagne des intérêts. Bah là, c'est exactement la même chose. Vous gagnez en plus des intérêts. Alors, bien sûr, c'est pas des livrets bancaires, donc, c'est des placements financiers. Donc là, vous allez avoir de la fiscalité dessus. ouais. Il faudra le déclarer à la fin de l'année. Mais bon, gagner 3% sur juste son épargne, c'est quand même cool de se dire que ça fait un peu de sous en plus, quoi. Ouais, effectivement. Et ce qui est génial en plus, je sais pas si c'est le cas chez Revolut, en tout cas c'est le cas chez N26, c'est ce côté répartition automatique. Parce que vraiment, moi, ce que j'adore, c'est vraiment, je vais à chaque début d'année, en fonction si jamais il y a une évolution de revenus ou autre, ou l'évolution de mes charges, je vais faire un point sur, OK, tous les revenus automatiques, il faut que je fasse en début de mois. Et en fait, j'ai ma banque principale, en l'occurrence Boursorama, qui fait un virement vers N26, et N26 va lui-même le diviser en pourcentage dans tous les espaces. Ça fait qu'en fait, OK. tu même plus besoin de penser à ta gestion de tes finances. Et moi, c'est quelque chose que j'adore, à titre perso. Faut juste faire effectivement gaffe. Chez N26 actuellement, il y a pas de rémunération. Je pense que ça va arriver parce que les 2 se regardent beaucoup, Revolut et N26. Mais c'est très, très pratique, je pense effectivement pour le côté rémunération de ces espaces, c'était le seul en fait des avantages faut faire attention à avoir que des choses court terme dans ces espaces-là, parce qu'ils sont pas rémunérés, ça reste des comptes courants en fait. Ouais, c'est ça. Il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup aussi chez Revolut, je pense qu'N26 le fait à mon avis, parce que c'est un peu standard, enfin maintenant, beaucoup de banques le font. C'est l'arrondi, Ouais, tu sais, au centime ou, à l'euro près et du coup, ça épargne automatiquement. Toi, ça tu c'est dedans? génial, ouais. Ouais, ça c'est OK. vraiment très, très bien. Ah, ça, c'est pas mal. Mais ouais, c'est vrai que c'est des features qui sont très cool. Donc le virement automatique. Après toi, c'est un truc en pourcentage ou non, c'est un montant? Donc toi, tu vas te dire, Ça dépend, il y a certaines choses, c'est en pourcentage. Par exemple, j'ai aussi un espace courses, où je vais vous faire mes courses avec. Ça va être un montant fixe du coup. Et pourcentage, ça va être soit des espaces, par exemple, que je vais faire pour, investir. Après, je vais refaire un virement pour investir. Ce qui est dommage, c'est que certains, par exemple pour le PEA bancaire, tu peux pas faire forcément de virement automatique vers ton PEA. En tout cas, c'est le cas chez Boursorama. Bref, il y a des choses là, j'adapte en fait soit en pourcentage, soit en montant fixe. Pour ce qui est investissement, j'ai toujours dit de me faire en pourcentage pour évoluer mes investissements si j'augmente mes revenus et à l'inverse, les réduire si jamais je perds en revenus. Comme ça permet de toujours avoir une part, à la fois budget plaisir, compte courant de mon N26 et à la fois investissement, en pourcentage, quoi. OK. Et là, quand tu dis, par exemple, le faire sur les courses, en fait, comme les courses, tu les fais, par exemple, toutes les semaines ou tous les mois, Ouais. comment tu gères? En fait, c'est sur N26, tu peux sélectionner le compte qui sera débité avant de Non, débiter? en fait, tu as d'abord ton compte courant qui est débité et ensuite effectivement, tu as un transfert à faire de ton espace. C'est vraiment en un coup de D'accord, doigt, OK. tu le Tu fais. le fais juste après, Ouais, c'est OK. ça, c'est ça.
Laisse-moi juste t'interrompre quelques secondes ce podcast pour en fait t'offrir quelque chose, pour te remercier de l'intérêt que tu portes à mon contenu, mon podcast et mon blog. En fait, j'ai un livre qui s'appelle Jeune et riche, ton plan d'action pour te mettre à épargner et investir en moins d'un mois. Ce livre, tu vas le trouver en fait en description pour le télécharger 100% gratuitement. Dans ce livre, tu vas apprendre plein de choses, entre autres des techniques pour te mettre à épargner efficacement tous les mois, même quand tu as un petit revenu. Tu vas aussi apprendre les bases pour réaliser tes objectifs les plus ambitieux et te mettre enfin à investir et à épargner massivement. Et enfin, 11 ressources pour aller plus loin et te former sur l'investissement et l'épargne. Tout ce que tu as à faire en fait, c'est de cliquer sur le lien en description de ce podcast et de me renseigner l'adresse mail sur laquelle tu veux que je te l'envoie et tu vas recevoir dans quelques secondes cet e-book gratuit. Allez, c'est reparti, on reprend le podcast. Et il y a un conseil que tu as donné que je trouve qui n'est jamais donné quand je me suis renseigné du coup sur ce qui se faisait en finance personnelle en France. Trop de personnes étaient, voilà, moi je suis rentier immobilier, achète ma formation, j'ai fait une opération et je suis rentier immobilier avec du 10% par an et tout. Toi, tu as donné un conseil qui va complètement à contre-courant, c'est de ne jamais attendre la perle rare. Et tu dis la chose suivante, il vaut mieux faire 2-3 projets OK plutôt que 0 projet super rentable. Est-ce que tu peux peut-être un peu plus développer ce conseil que tu donnes ? Ouais, je suis carrément convaincu de ça parce qu'en fait, je pense que si tu as déjà un peu commencé à regarder, tu as déjà regardé des annonces et tout immobilières pour te chauffer un peu, te dire oui, je vais tester et tout ça. En fait, on se rend compte que on peut très facilement, entre guillemets, je vais utiliser les mauvais termes, mais on va se branler intellectuellement en disant ah mais si j'arrive à négocier à tel prix, mais si j'arrive à faire ça, je serai hyper rentable et tout ça. Et en fait, on ne fait que regarder des chiffres. Et notamment quand moi j'utilise beaucoup un outil qui s'appelle Libox, donc c'est un concurrent de Youno.imo. C'est des outils où on peut faire de la simulation de rentabilité et de Cash flow. Ouais, c'est ça, enfin cash flow, c'est ça sur les projets IMO. Donc on peut mettre tous les chiffres dedans, on met les charges de copropriété, on met le loyer qu'on pense avoir, on peut mettre tous ces chiffres-là, on a des jolis graphiques qui nous expliquent quelle va être notre rentabilité, quelle est la fiscalité qu'on va payer. Donc bref, franchement, c'est des super outils. Ouais. Et en fait, on pourrait le faire avec plein d'annonces sur le Bon Coin, mais du coup, ça nous permet pas de nous confronter au marché et de voir en fait. Donc déjà, moi, le premier truc, c'est que pendant des mois, je pense pendant plusieurs mois, quelques mois en tout cas, j'ai beaucoup regardé sur le Bon Coin, j'ai beaucoup fait des simulations, mais je suis jamais passé à l'étape d'après. Et en fait, l'étape d'après, c'est déjà de faire des visites. Donc si jamais vous n'avez jamais fait aucune visite de votre vie et que vous voulez commencer à investir en bourse, ne commencez pas à vouloir négocier des biens. D'abord, commencez à visiter, voyez dans quel état sont les biens, vous dire ok, ça c'est ok, enfin moi je me sens d'acheter ça ou ça je me sens pas d'acheter ça. Déjà ça va vous permettre d'écrémer beaucoup de choses dans ce que vous voyez. Et donc première étape, c'est vraiment de voir les projets. Et ensuite, effectivement, c'est beaucoup mieux de passer à l'action, de faire quelque chose qui va juste être rentable. Donc ça veut dire peut-être que ça va rien vous rapporter en termes de cash flow, parce que c'est vrai que sur YouTube, tous les formateurs, etc., ils vendent que du cash flow. Donc ils vont vous dire ok, empruntez sur 25 ans, s'ils pouvaient emprunter sur 50 ans, ils le feraient, tu vois. Et du coup, ils sont en mode on va faire des colocs, on va faire des love rooms, on va faire des trucs à haut rendement. Mais du coup, ça c'est des trucs à haut rendement. Est-ce que ça va tenir sur le long terme? Là, récemment, ça fait quelques années, on sent que Airbnb commence à se faire un peu défoncer parce qu'il y a trop de Airbnb et les gens abusent de ça. Et donc dans les grandes villes, on a des loyers qui sont plafonnés. On commence à avoir des condamnations sur les gens qui justement ne plafonnent pas les loyers, qui commencent à faire des loyers trop élevés. Alors on en a une seule pour le moment, condamnation sur Paris, je crois, ou 1000. Attends, il y a un doute comme ça. Je crois qu'il y a eu une condamnation, mais je crois que tu as eu 1000 dénonciations de loyers trop élevés sur Paris. Donc on n'a pas encore beaucoup, mais ça va monter. Et du coup, moi, j'ai encore beaucoup de mal avec du coup les gens qui vendent du coup des rendements. Et je suis plus en mode, partons du principe. En fait, soyons très pessimistes sur un projet IMO. Donc disons-nous, ça va nous coûter entre guillemets 50 € par mois de notre poche. Mais ce qu'il faut voir, c'est du coup l'enrichissement qu'on va se faire sur notre patrimoine. Et en fait, moi, je pense que c'est pas possible que quand tu démarres dans un projet, que tu es au SMIC, pour moi, tu ne peux pas remplacer ton salaire avec l'immobilier. C'est impossible. Et en fait, je mets au défi de toutes les personnes qui disent ça, de montrer les chiffres pour le voir, tu vois. Et en fait, je me suis dit, quand je regardais leurs vidéos, je me suis dit, attends, je vais remettre tous leurs chiffres dans un Libox ou dans un outil de calculateur. Et en fait, tu te dis, mais comment, où sont les chiffres qui font qu'ils arrivent à en vivre, tu vois. Et en fait, c'est des gros mythos, c'est pas possible. À moins qu'ils aient fait 5 opérations et qu'ils ont du coup qu'ils aient 1 million de patrimoine. Mais ce que je pense pas quand tu es au SMIC. Et en fait, il y en a plein qui disent ouais, j'ai pu emprunter tant en ayant ce SMIC et tout ça. Moi, franchement, j'aimerais bien connaître leur banquier pour savoir qui les finance. Ou alors, est-ce qu'ils ont une aide, ou est-ce qu'ils ont fait un SCI avec quelqu'un qui lui avait des gros salaires?
Donc bref, en fait, faudrait vraiment connaître cette situation. Et le problème, c'est qu'en fait, ils sont pas assez transparents sur les situations et ce qu'ils font. Donc moi, j'ai donné mon cas très concret. Là, sur ce projet-là, donc à 220 000 euros investis avec une société d'investissement clé en main, Oikos. Donc ça me coûte aussi en plus des frais autour de je crois que c'était 10 000 euros de frais d'Oikos, plus il y avait les frais de maîtrise d'ouvrage, plus les travaux. Enfin bref, en gros, j'avais beaucoup de frais. J'avais quasiment autour de 40 000 euros de frais sur tout le projet immobilier. Donc sur 210 000, 215 000 euros de projet, j'ai 40 000 euros de frais. Donc si j'achète et je revends tout de suite, en gros, je perds moins 40 000. En gros, c'est à peu près ça l'idée, quoi. Et donc du coup, en faisant cet état-là, je regarde ce qui me conseille pour le louer. Et avec ça, j'étais autour de 200-300 euros de cash flow, donc de ce que je gagne. Mais aussi, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a 300 euros de cash flow qui vont être dans la SCI. Donc du coup, c'est l'argent qui appartient à la SCI, c'est pas dans ma poche. Donc derrière, il va falloir que je me fasse une poche de au cas où. Donc là, pour le coup, cette poche de au cas où, je vais devoir la financer plus parce que si j'ai une toiture à refaire, cette poche de au cas où va très vite être vidée. Mais bref, c'est 200-300 euros que je vais pouvoir me faire tous les mois. Ce sera la SCI. Donc le jour où je vais devoir le sortir, je vais devoir repayer 30% de fiscalité dessus. Et en fait, j'ai l'impression que les gens qui vont faire des témoignages sur j'ai remplacé mon salaire, en fait, ils expliquent pas ça. En fait, ils parlent pas de fiscalité, j'ai l'impression. C'est toujours du brut, c'est toujours sans frais, C'est c'est toujours ça. sans taxe foncière, voilà. Exactement, c'est toujours genre ils vont dire ouais je fais du 10% par an, mais 10% brut c'est Ouais. très bien, hein, mais en net ça peut changer aussi Ouais. en fonction de pas mal de choses, quoi. Et donc voilà, donc moi en gros j'avais décidé de faire cette grosse vidéo qui certes dure énormément de temps, mais au moins ça permet de remettre vraiment les pendules à l'heure et tout, et d'avoir un cas concret de ce que c'était, parce qu'en fait ça me saoulait de pas avoir de cas concret. Et en fait la plupart des gens ils disent ouais je vous montre étape par étape dans ma formation que je vends 1997 euros, mais bon moi j'ai du mal avec ces formations là. Et j'ai la chance de pouvoir être financé par du coup des partenaires ou de l'affiliation sur ma chaîne YouTube. Donc ça me permet de faire des vidéos complètes sur des sujets gratuitement parce que justement je suis rémunéré ailleurs et j'ai pas besoin de vendre de formation très cher. Donc peut-être qu'un jour j'en vendrai, tu vois, des formations, mais du coup en tout cas ces formations là seront une prolongation des vidéos gratuites que j'aurais pu faire sur ces sujets. Mais J'ai effectivement, j'ai eu cette ouverture d'esprit sur ce que c'est que l'investissement net en immobilier quand j'ai lu le livre Comment investir dans l'immobilier intelligent. Je crois que c'est un des tout premiers livres quand on tape sur Amazon pour se former sur alors c'est l'immobilier, un peut-être des celui livres. de Daniel Vu, non, c'est pas Ouais, ça? il me semble. Ouais, lui il C'est a des possible. super commentaires sur son livre et tout, et puis franchement il est super reconnu dans le domaine, donc Et en fait, ce livre, il t'explique vraiment, voilà, donc la rentabilité brute, c'est quoi? La rentabilité nette, c'est quoi? Et la rentabilité net, ce dont personne ne parle, qu'est-ce que c'est? Et là, en fait, on voit vraiment la différence. Et en fait, la plupart des, entre guillemets, vendeurs de rêves immobiliers, un peu le cliché, le mec qui a loué sa villa et qui va faire sa vidéo de présentation de sa formation, en fait, il parle toujours du brut, voire parfois il y a aussi des mensonges, je pense, hein. On n'est pas loin. En fait, ce qui est dur, c'est que c'est aussi, en fait, c'est aussi très vendeur, tu vois? J'en Oui, discutais avec d'autres formateurs et qui sont, entre guillemets «comme moi», tu vois? Qui veulent de la transparence, qui veulent plus de trucs comme ça. Mais en fait, ils font le test entre, je vais faire une page de vente en disant: «Je vais vous apprendre comment fonctionne la bourse». Tu vois? Ça, 1er test. Et ouais. deuxième test, c'est comment avec 300 euros par mois, se créer un nouveau salaire. Et donc tu vois que les gens, en fait, veulent vraiment, veulent la promesse, ils veulent, le côté chiffré et Mmh. cetera. Donc ils vont vendre plus. Et c'est très chiant parce que t'es obligé, enfin, t'es pas obligé de faire ça, mais si tu veux bien vivre de ton activité, tu vas aller dans des travers qui vont être ceux-là, d'être hyper vendeur, d'être commercial, Mmh. de montrer la lambeau et tout, parce que c'est ce qui projette les C'est ce qui gens, fait c'est ce qui rêver, fait ouais. rêver. Mmh. Donc c'est normal. Moi, je pense que si tu as le choix d'être rémunéré autrement, par exemple moi pour l'affiliation, ça me permet justement de pas avoir ce truc-là, tu vois. Mais c'est dur parce qu'en fait tu as envie de montrer que tu as réussi, tu vois, de montrer que ça marche et tout ça, et que tu as mis du temps à le Ouais. faire. Donc moi je pense que pour des je pense notamment à Théophile Hélier ou toutes ces personnes-là qui vont être très show-off, tu vois, qui vont vraiment Ouais. montrer. C'est des personnes qui au début étaient au SMIC, tu vois, ils se sont créés un patrimoine de fou. Et donc c'est vrai que tu as envie de montrer, de prouver, tu vois? Ce que je peux comprendre quand tu as jamais été très Ouais. riche ou quoi. Moi, comme ça fait, en gros, ça fait 7 ans, je crois, que j'entreprends. J'ai toujours le même. Ça fait 6 ans que je suis dans mon même appartement à Bordeaux. Tu vas faire le Warren Buffett avec plusieurs dizaines de milliards et Ouais, dans je ton pense que ça va ancienne être maison. ça. Mais après, en fait, c'est que c'est tellement progressif pour mon Ouais. cas. Théophile Hélier, tu vois, lui, en quelques années, il est monté très vite. Là, je crois qu'il est, si j'ai bien compris, dans ses dernières vidéos, il parlait de 10 millions de patrimoine. OK. Donc là, si, peut-être même un poil plus, non, parce qu'il a acheté plusieurs millions. Je crois que c'est
plusieurs, peut-être quelques dizaines de millions. Enfin bref, assez solide. Et du coup, lui, c'est allé en 4-5 ans. Moi, en 4-5 ans, enfin, du coup, voilà, en 4-5 ans, je suis monté à 200 000 € de patrimoine, Ce qui est déjà mais très bien. qui est déjà vraiment C'est exceptionnel, qui est hein, déjà clairement. exceptionnel, ouais, ouais. Clairement, je pense que pas beaucoup de salariés ou de personnes classiques pourraient arriver à ça. Mmh. Donc je sais que c'est une très très grande chance. Mais ce que je veux dire, c'est que ces 200 000 € de patrimoine, ben, en gros, je les ai même pas investis dans mon quotidien, tu vois. En Ouais, gros, dans la qualité de vie, je continue à dépenser entre 1500 et 2000 € par mois de lifestyle, en prenant en compte bah, les transports qui ouais. me vers, je sais pas, vers Paris, vers les machins. Donc en fait, les transports, par exemple, ça coûte quand même assez cher. Mmh. La nourriture, les restaurants, tout ça. Et j'ai pas non plus un lifestyle de malade mental, quoi. Ouais. Donc, C'est ça, donc c'est un truc, que je trouve, en commun, en fait, chez beaucoup d'investisseurs, c'est ce mindset de vivre en dessous de ses moyens, qu'on retrouve, chez énormément d'investisseurs, si ce n'est, tous. Donc effectivement, moi, je suis un peu dans la même école, c'est-à-dire, bah, ne pas vendre du rêve, mais vendre plutôt, moi, je suis toujours parti du principe que si une formation te vend des résultats, faut faire très attention. Soit c'est une technique marketing, mais la formation derrière est effectivement très bien. Par contre, une formation qui te vend de la connaissance, là, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Je voulais, faire une transition avec ça qui est de, moi, je trouve la 1re difficulté que je vois dans les jeunes qui viennent dans le cabinet dans lequel je suis en alternance ou, dans mon entourage ou peut-être même toi ou même moi. La mmh. 1re difficulté, c'est le passage à l'action et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a, comment dire? Cette branlette intellectuelle que tu appelles, je l'ai vraiment vécu. Vouloir tout savoir avant d'investir, lire des livres, des vidéos et au final, bon, c'est quand que je passe, mon 1er ordre en bourse, tu vois? Ça, je Ouais. l'ai vraiment connu. C'est quoi pour toi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui, voilà, a commencé à se former, il a lu quelques livres, mais il a du mal vraiment à passer à l'action? Quels conseils tu donnerais à cette personne? Bah, le conseil, que je donnerais, en tout cas si c'est le sujet bourse qui les intéresse, Ouais, moi je dirais, vraiment passer sur du truc très, très simple. Par exemple, si vous êtes chez Revolut, bah, en fait, n'allez même pas vous ouvrir un compte, chez Interactive Brokers, chez DEGIRO. En tout cas, n'y pensez même pas. N'allez même pas regarder des comparatifs, de courtiers ou quoi. Allez sur Revolut, il y a un onglet, bourse, actions, vous cliquez dessus, vous mettez 10 € ou je sais pas 50 €, enfin bref, le montant sur lequel vous êtes hyper à l'aise de dire, ouais, c'est vraiment comme un ticket à gratter, c'est juste pour jouer et vous achetez l'action que vous aimez, Apple, Starbucks, je sais pas, McDonald's, celle que vous aimez bien et vous regardez, je sais pas, une fois toutes les semaines, vous regardez, vous trouvez ça marrant, voilà et puis ensuite vous allez commencer à vous renseigner à partir de là et en gros, vous allez commencer à regarder des tutoriels ou des vidéos sur YouTube, ou n'importe où, des blogs ou n'importe quoi qui vont essayer d'expliquer ce que vous n'avez pas compris dans tout le process. Donc quand vous allez acheter votre action, par exemple, je sais pas, admettons Starbucks, bah, vous avez vu qu'il y a un prix. OK, ce prix, il change tous les jours. Mais pourquoi est-ce qu'il change tous les jours? Et tiens, pourquoi est-ce qu'il, par exemple, il change pas le samedi et dimanche? Et pourquoi est-ce qu'il y a un petit pourcentage juste à côté du chiffre qui fait plus 1 ou moins 1 et qui change tous les jours, par exemple? Donc essayez de comprendre un peu tous les termes et tout ce qui va, s'entourer de votre ordre, que vous avez passé en bourse. Parce que là, en sachant que, du coup, en passant sur, Revolut, par exemple, c'est hyper simplifié, c'est hyper entre guillemets «gamifié» l'interface. Donc ils vous ont donné vraiment l'essence même de ce qu'on peut découvrir comme information quand on est en bourse. Après quand vous allez sur des plateformes un peu plus évoluées, type DEGIRO, type, Scalable non, j'allais dire Scalable Capital, donc c'est encore un peu simpliste, même si ça reste un petit peu on peut avoir, un peu de données enfin assez complexes. Mais si vous allez sur des Interactive Brokers par exemple, là vous allez être totalement perdu, donc vraiment n'y allez pas parce que c'est pour des gens qui ont déjà investi, qui ont déjà, mis quelques milliers d'euros, ailleurs et qui veulent aller plus loin. Mais, quand vous démarrez, commencez par un Revolut, ou sinon vous commencez par un Trade Republic, vous achetez vos premières actions et de la même manière, vous regardez tout ce que vous ne comprenez pas, vous tapez sur internet, qu'est-ce que ça veut dire? Tutoriel Trade Republic, comment ça fonctionne? Et donc là, vous allez vous renseigner tout ça. Vous allez voir, ah beh tiens, c'est bizarre, je viens de recevoir, ce qu'on appelle un dividende, qu'est-ce que c'est? Là, vous comprenez le fonctionnement d'un dividende, et au fur et à mesure, bah, vous apprenez comme ça. Donc moi, je pense que, je démarrerais enfin moi, ce que je conseillerais, c'est de démarrer par un petit 50 ou enfin entre 10 et 50 €, acheter sa première action, celle qui nous intéresse et essayer de découvrir chaque terme qu'on n'a pas compris, sur le premier passage de l'ordre et en fait, n'investissez pas, sur des produits sur lesquels vous ne comprenez vraiment rien. Donc là, si vous achetez des actions, Apple ou quoi, vous comprenez bien que c'est une part de l'entreprise donc c'est pas n'importe quoi. Par contre, quand on va vous parler de produits dérivés, on va vous parler d'options, on va vous parler d'effets de levier, de warrants et cetera. Ça, c'est des produits qui sont plus complexes donc n'y allez pas et essayez de vous renseigner plutôt avant. Voilà, donc ce serait un peu mes conseils. Toi, je sais pas si tu avais déjà peut-être une autre petite pile ou un top 3 ou juste un gros conseil que toi tu donnerais pour quelqu'un qui ouais. veut se lancer? Ouais, effectivement, en fait, on retrouve un peu la même philosophie, de ce que tu disais en immobilier, c'est-à-dire, pas chercher les trucs parfaits,
et commencer petit. En fait, c'est exactement ça. Et effectivement, commencer que ce soit avec un compte titre, un truc assez simple à ouvrir, un Trade Republic, et commencer à investir un peu avec son instinct, avec des petites sommes, bien sûr. Faites très attention quand même, parce qu'au début, vous allez faire des erreurs, c'est inévitable, à moins que vraiment vous avez fait comme moi et vous avez abusé de votre branlette intellectuelle et vous avez envie de faire un truc bien du premier coup. Mais effectivement, franchement, ouvrir un compte titre ou même un PEA, si vraiment vous voulez aller un tout petit peu plus loin et investir dans un ETF MSCI World, c'est déjà très très bien. Comprendre un peu derrière quand même le mécanisme de ce que c'est qu'un ETF. Mais c'est quand même très très bien. Et après, effectivement, au fur et à mesure, essayer d'aller plus loin. Est-ce que je peux aller plus loin peut-être que le ETF MSCI World? Ok, donc qu'est-ce que c'est qu'un core portfolio, hein, ce que j'appelle le portefeuille cœur? Qu'est-ce que c'est qu'un satellite portfolio où là je vais pouvoir m'amuser un peu plus, faire des investissements un peu plus risqués? Et franchement, la base de la base, et ça, en fait, on n'a même pas parlé, mais c'est évident. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir aussi les précédents podcasts que j'ai fait sur ce sujet, qui est en fait la budgétisation et l'épargne de précaution. On en a un peu parlé avant, qui est un prérequis absolu avant d'investir. Et pareil, moi, je vois beaucoup de jeunes. Il y a Avenue des investisseurs qui a fait un article là-dessus que je trouve super intéressant sur la pyramide du patrimoine. Et en fait, il montre que bon, la base, c'est sa résidence principale et l'épargne de précaution. Donc avoir voilà un toit en fait tout simplement et une épargne de précaution. Et juste après, on retrouve l'immobilier et la bourse. Ce que je vois souvent chez les jeunes, et qui est une erreur, et peut-être que tu pourras en parler, c'est que les jeunes aiment bien La le haut de crypto. la pyramide avec les investissements exotiques en crypto-monnaie. Ouais. Ce qui est en fait contradictoire, parce qu'en fait, quand on regarde et qu'on se renseigne, c'est plus un investissement annexe qui certes va plaire un peu plus. Alors, je pense qu'il y a peut-être des fans de crypto qui vont m'envoyer des messages haineux là, quand je dis ça. Mais effectivement, la crypto-monnaie, ça reste quand même un actif annexe qui en fait n'est pas du tout obligatoire dans un patrimoine qui veut sérieusement se constituer aujourd'hui. Quel est ton avis toi là-dessus? Est-ce que tu investis toi à titre perso? Et quel conseil tu donnerais aux jeunes qui ont un peu cette appétence aux crypto-monnaies, peut-être un peu trop, qui ont trop investi dedans et qui voient leur investissement faire des yo-yo et qui se disent mince, qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent? Ouais, je suis complètement d'accord avec, ce que tu as dit et en plus, je trouve que la pyramide de Nicolas, elle est enfin, en plus, elle a été reprise par pas mal de personnes Ouais, parce que justement, elle fait sens et donc je pense que c'est pour une raison. Donc moi, je suis complètement d'accord avec ce que lui dit. Et du coup, attends, donc la question, c'était qu'est-ce que je dirais aux ouais, jeunes, qui investissent là-dedans? Bon, en fait, ce que je leur dirais, c'est, investissez en fait la proportion après je sais pas, ça dépend aussi, donc ça dépend du coup de l'appétence du risque ouais. et ça dépend aussi de la proportion. Pour moi, c'est plus ça qui va m'intéresser, c'est la proportion du temps que vous avez disponible sur ce sujet-là. Par Mmh, exemple, moi, mon portefeuille, je sais que quand je regarde mon patrimoine global, je sais que je vais avoir genre, même pas, genre, je crois que je suis à peut-être 3 ou 4 qui sont de la crypto. Et en fait, c'est 3 4 du temps que moi, personnellement, je passe à enfin, voir un peu ce qui se passe en crypto, qu'est-ce qui se passe et tout ça. En immobilier, par exemple, ce sera peut-être plus 30 40 et après une grosse partie plus bourse. Parce qu'en fait, je vais passer plus de temps sur la bourse, sur le sujet bourse plutôt que sur le sujet immo. Et sur le sujet crypto, j'ai que 5. Je pense que quelqu'un qui effectivement est tout le temps dans le domaine crypto et qui va regarder sur Twitter tout ce qui se passe, il va regarder sur CoinMarketCap les évolutions de toutes les cryptos, etc. Pour moi, ça peut être normal que le mec ait plus que 5 de son patrimoine dedans parce qu'il est très renseigné et donc il sait ce qui se passe un peu dans le domaine. Ça enlève pas le côté très volatile et très risqué de la crypto, mais si il sait mieux de quoi il parle, franchement, pour moi, c'est normal qu'il passe plus de temps dessus. Moi, en tout cas, je trouvais ça, en tout cas à titre personnel, quelqu'un qui va mettre par exemple 10 ou 15 de son portefeuille en crypto et qui n'a jamais lu un seul tweet ou qui ne sait pas en fait ce que c'est, pour moi, c'est une erreur parce que justement, tu investis dans un truc que tu ne connais vraiment pas mmh. et 10%, c'est même pas le temps que tu serais prêt à y passer. Donc, pour moi, n'y allez même pas en fait et allez juste. En fait, à la limite, si vous voulez investir dans des cryptos, je serais tenté de dire, parce qu'en plus, il y a une certaine barrière déjà de fait de le faire et c'est surtout d'un point de vue technique. Il faut se créer un compte sur Binance, il faut vérifier son compte, il faut l'approvisionner, du coup, on parle de clés publiques, clés privées. La plupart des gens, on va dire standards, ne savent pas ce que c'est et doivent du coup comprendre ce que c'est que la blockchain, le fonctionnement de la blockchain, ça, pour arriver ici. Donc du coup, tu as quand même une couche de complexité qui arrive avant quand tu es investisseur, qui fait quand même assez mal et donc qui peut vite rebuter les gens. Donc moi, franchement, ce que j'aurais tendance à conseiller aux gens qui veulent vraiment tout de suite démarrer avec de la crypto et qui ne savent pas comment s'exposer, mais juste que s'exposer un tout petit peu, ils peuvent l'acheter au sein d'un compte titre. Donc par exemple sur Trade Republic ou chez Scalable et vous pouvez l'acheter notamment avec ce qu'on appelle des ETP, donc c'est des Exchange Traded Products, donc c'est des produits échangés de manière, enfin tradés sur les marchés. Et c'est comme un ETF, sauf que au lieu que ce soit un fonds qui achète
d'autres actions ou d'autres produits, ça va acheter des cryptos et ça va l'acheter réellement. Donc c'est-à-dire pour 1 € dépensé dans le TP, ce sera 1 € où eux vont acheter des bitcoins derrière, par exemple. Et l'avantage de ça, c'est que le produit que vous allez acheter, il est réglementé, donc il est régulé, pardon. Mmh. Et donc ça vous donne la sécurité de la finance traditionnelle exposée à un risque plus exotique. Donc Mmh. moi, j'aurais plus tendance à conseiller ça. Et en plus, d'un point de vue fiscalité, c'est aussi plus simple à gérer. Si vous voulez pas vous prendre la tête avec votre déclaration de crypto à faire à la fin de l'année, surtout si vous voulez investir juste 2 000 € par exemple. Ouais, moi je me suis fixé une règle là-dessus qui me permet un peu de me discipliner aussi, sur ce genre d'investissement que j'appelle un peu exotique, dans la catégorie exotique, on va dire, où il y a les crypto-monnaies dedans. C'est en fait pas plus de 10 de mon patrimoine, où là, effectivement, je vais pouvoir me faire plaisir avec soit des ETF à effet de levier, soit des crypto-monnaies, ou encore des top 25 cryptos, ce genre de choses. Là, on va pouvoir effectivement essayer d'aller, je sais pas si on peut vraiment appeler ça amusant parce que ça reste quand même un investissement. Ça peut vraiment booster la performance d'un portefeuille. Et il y en a aussi qui allouent ce genre de poche. J'en avais parlé aussi dans un précédent podcast. Pour l'investisseur en question, il appelait ça la poche YOLO, pour OK. faire tout ce qui va être trading, stock picking. Faut faire aussi attention à pas trop se répartir, surtout quand on est passionné comme tous les deux, ça peut vite devenir une usine à gaz, ces investissements. Si sur Clairement. Fineary, on commence à avoir un camembert avec 1000 1000 lignes, c'est compliqué. J'ai envie de tester un peu, tu as envie d'être CGPI. Alors attention, ce qui va suivre n'est pas un conseil en investissement. OK. Imaginons voilà, que je suis un jeune, à peu près de mon âge, j'ai 23 ans. Je commence un peu à comprendre, j'ai fait mes premières erreurs, mes premiers investissements. J'ai mon épargne de précaution de côté, j'ai 23 ans, je suis locataire. Et j'ai à peu près un budget de 300 € par mois à investir. Ok, je OK. connais les bases. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne de manière très large, même si bien sûr c'est pas un conseil en investissement, on n'a pas Mmh. la situation et les objectifs de la personne. Sur le long terme, qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne Donc là, avec c'est 300 quelqu'un euros qui n'a pas déjà investi, qui a jamais posé un seul euro, par exemple, en bourse ou quoi? Voilà, c'est vraiment un débutant, 300 € par mois, connaît à peu près les bases, il s'est formé, il a fait ses premières erreurs. OK. Déjà, je pense que je passerai, à mon avis, peut-être, entre 30 minutes et peut-être 1 heure à essayer de comprendre, déjà ce qu'il fait comme métier. Ouais. Donc c'est quoi ses futurs revenus qu'il peut avoir? Est-ce qu'il veut faire de l'entrepreneuriat? Donc est-ce qu'il veut acheter en IMO? Est-ce qu'il veut se mettre en ménage? Est-ce qu'il veut acheter pour lui? Est-ce qu'il veut acheter, pour investir? Donc déjà ça va conditionner pas mal de choses parce que si le mec, en effet, il veut être 100 actifs digitaux et donc il veut jamais par exemple toucher à de l'immobilier, là, aucun problème, on peut prendre plus de risques. Mais par contre s'il veut acheter sa maison dans 2 ans, du coup l'argent qu'il va commencer à investir, je vais lui dire: «Mais en fait l'investis pas, genre mets-le sur un un compte courant, un compte à terme et cetera». Et du coup, moi en fait, ce par quoi je commencerai, du coup après avoir fait ce bilan là et d'avoir défini un peu ses stratégies, donc là on part du principe, enfin après voilà, je sais pas de quel principe on part, mais si le gars, on va dire qu'il veut pas spécialement faire de l'immobilier, il est chez ses parents, donc il peut épargner 300 € tous les mois, et donc on va dire non, qu'il paye son loyer du coup, il a Mmh. 300 € de côté et Ouais. il compte pas de changer de ville, il compte pas changer de métier. Ça risque, ça Et ça reste constant. on va dire que c'est le jeune actif qui vient de signer son CDI et qui a envie Ouais. de commencer à investir avec 300 € par mois, quoi. C'est ça. En gros, dans ces 300 € par mois, enfin, à côté de ces 300 € par mois, est-ce qu'il épargne déjà? Donc déjà, s'il épargne pas, déjà, moi, il y aura une partie de ces 300 € que je vais lui demander, que je vais le forcer d'épargner et de mettre sur un compte pour, en gros, faire grossir son épargne. Parce que son épargne, elle va comment dire? Elle va, s'enlever au fur et à mesure, qu'il aura des problèmes dans la vie et cetera, mais elle va jamais se reconstituer s'il se met pas une règle automatique. Donc moi, je suis plutôt partisan de mettre une règle automatique sur l'épargne, plutôt que de dire: «Je la plafonne à 6 000 € à 6 000 € au total», donc c'est 6 mois de dépenses et ensuite j'arrête de mettre dessus, moi je suis plutôt d'avis de continuer à mettre un petit 50 € au fur et à mesure dessus. Ensuite, admettons, il épargne déjà à côté de ses 300 €, donc il lui reste ces 300 € d'investissement à faire. Euh, Moi, je verrai du coup qu'est-ce qu'il a déjà. Donc, si, effectivement, s'il a jamais investi, il a pas de PEA, il a pas tout ça. Donc là, je vais plutôt aller le rediriger, je pense, vers un PEA. Il pourrait aller sur un compte titre, mais aujourd'hui, dans un PEA, tu peux très très bien t'exposer à des belles performances sans pour autant aller sur des comptes titres. Et en plus de ça, comme c'est quelqu'un, en fait, je vois vraiment l'ensemble. En fait, je vois
le tableau dans son ensemble, et je me dis, quelqu'un qui n'a jamais investi, si tout de suite je lui dis, bah, ouvrez un compte titre, ça veut dire aussi recevoir des dividendes, faire des déclarations aux impôts à la fin de l'année. Donc à moins qu'il ouvre un compte titre chez une banque française, et donc là il va se faire défoncer défoncer entre guillemets, il va payer un peu plus de frais littéralement sur ses investissements, mais c'est pas en soi énorme. Mais effectivement, s'il a que 300 € à mettre tous les mois, bah, ses frais vont représenter un petit peu d'argent à la fin de l'année. Donc je serais plutôt partisan du PEA. Il n'a pas de déclaration à faire pendant 5 ans. Tant qu'il ne retire pas, il n'aura rien à déclarer. Le jour où il va faire sa déretrait au bout de 5 ans, eh bien, ce sera donc, comme c'est un établissement qui est français, ce sera télédéclaré aux impôts. Donc, ce sera même pré-rempli sur sa fiche d'imposition. Donc, hyper bien pour lui. Et donc, moi, en gros, je serais partisan de mettre 300 € sur son PEA. Si le mec n'a jamais investi et qui n'a pas forcément de conviction ou qui n'a pas d'entreprise particulière, je lui conseillerais pas de faire du stock picking, je lui conseillerais de faire des ETF. Donc certains diraient, il faut faire peut-être du 60-40 ou du 80-20 avec un ETF monde et peut-être ou du SP500 et un ETF Emerging Markets. Moi, je suis beaucoup plus partisan de la simplicité. Le Ouais. mec, j'ai envie de lui dire, investis tous les mois ce même montant, donc 300 €, et du coup, j'irai sur un ETF, l'ETF Monde. Donc moi, je suis plutôt partisan de prendre un ETF qui vaut un peu moins cher. Comme ça, on peut le découper en plusieurs petits morceaux. Et comme ça, chaque mois, vous pouvez investir à peu près le vrai montant que ce que vous avez déposé. Parce que si aujourd'hui votre ETF, je sais pas, admettons, il coûte 400 €, vous déposez 300 €, vous pouvez pas encore l'acheter. Vous devez attendre d'avoir une unité entière que vous pouvez l'acheter. Voilà, ça c'est un peu moi ce que je ferais C'est a priori. Et toi, du coup, tu ferais quoi exactement Moi, je suis partisan aussi de la simplicité, même si, au fur et à mesure que tu te formes, je pense que tu peux aller plus loin qu'un ETF MSCI World, bien sûr. Mmh. Mais, effectivement, un ETF MSCI World, c'est une très, très bonne idée. Peut-être au fur et à mesure qu'on se forme, aller chercher éventuellement des marchés émergents, aller chercher éventuellement des small caps. Et effectivement, commencer par un PEA, c'est super simple parce qu'effectivement, tu as aucune déclaration à faire, tu es pas fiscalisé, et cetera. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on se forme, encore une fois, pour aller plus loin, l'assurance vie, je pense, peut être intéressant. L'assurance vie et le compte titre, bien sûr. L'assurance vie, et notamment pour se diversifier avec des SCPI, du fonds euro, effectivement, en ce moment, qui est assez intéressant parce qu'il va monter. Vu que les taux d'intérêt montent, la rémunération du fonds euro va aussi augmenter. Mmh. Donc ça peut aussi être intéressant de se faire en fait une enveloppe un peu plus sécurisée dans une assurance vie, et surtout pour le côté prendre date, parce que quand on est jeune, l'assurance vie, on n'y pense pas, mais plus tard, quand on aura des enfants, si on a une très bonne assurance vie dans laquelle on a pris date et qui a une ancienneté de plus de 8 ans, on a effectivement l'avantage fiscal qui va être prêt en fait, quand on aura des enfants, quand on réfléchira à la succession, et ça peut être très très pratique pour l'avenir. Ouais, carrément, carrément. OK, et Et toi, tu donnerais d'autres conseils particuliers ou j'allais dire pour ce profil-là. En gros, donc toi, tu serais PEA assurance vie pour prendre date sur les deux. ouais, Est-ce que tu irais aussi sur du compte titre? Est-ce que tu irais sur d'autres types de conseils ou? je pense que effectivement pour le premier, on va dire, je dirais pendant un an, la personne elle vraiment investit que sur son PEA. Comme ça, elle voit un peu comment ça se passe sur un ETF MSCI World. Elle va se former, lire des livres, et cetera en même temps. Et effectivement après, aller un peu plus loin avec un compte titre. Moi le compte titre, je l'utilise pour, ce que j'appelais avant la la l'enveloppe satellite portfolio, où là je vais avoir en fait tout ce que je n'ai pas dans mon PEA et dans mon assurance vie. Donc là, on va être sur des produits un peu plus complexes avec des ETF à effet de levier, des ETF quality, des ETF momentum, ce genre de choses. Donc là, on rentre un peu plus loin. C'est un peu plus, bien plus loin quand même que le simple ETF MSCI World dans son PEA. Et effectivement, du coup, l'assurance vie, comme j'ai expliqué avant, pour les propriétés intéressantes des SCPI, du fonds euro et des Mmh. obligations, quoi. Donc on a quand même des stratégies différentes, même si ça se ressemble un peu à la base. Ouais, exactement. Après, effectivement, ça dépend du profil qu'on voit en face de nous, Ouais. et ouais, c'est ça, ouais. Mmh. On va pas tarder à arriver à la fin de ce podcast. J'ai une avant-dernière question avant de te poser la question finale que je pose à tous mes invités. Waouh, la pression. Attention. Heu, j'ai, quelque chose que je retrouve souvent en plus, voilà, j'ai peur un peu de passer à l'action, c'est la question de la résidence principale. Tu en as parlé, juste avant. C'est quoi, selon toi, une question que je retrouve souvent, comment est-ce que je décide, en fait, est-ce que c'est mieux d'acheter sa résidence principale ou est-ce que c'est mieux d'investir dans du locatif ou d'investir à côté? C'est quoi le processus de décision pour toi, là-dessus? Pour moi, le processus, déjà, il va passer par le premier filtre, c'est, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une résidence principale? Enfin, en gros, est-ce que par exemple, si je suis en couple avec, quelqu'un et cette personne me dit: «J'ai envie d'une résidence principale», en gros, c'est presque une décision coup de cœur, c'est presque une décision, tu vois, émotionnelle. Enfin, on s'installe, on a notre chez nous et tout ça. Donc pour moi, c'est le premier filtre. Donc si déjà, les 2 sont pas en mode,
on veut optimiser notre épargne, on veut optimiser financièrement, s'ils sont pas dans cet état d'esprit, bah, du coup, achetez votre résidence principale et faites votre foyer, soyez bien avec ce que vous voulez faire et voilà quoi. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si tu n'investissais pas dans ta résidence principale, est-ce que tu aurais investi dans l'investissement locatif? Si tu rien, si tu faisais pas, si tu fais rien de cet argent et que tu resterais locataire, ben, évidemment qu'il faut acheter sa résidence principale. Genre par exemple, moi je suis locataire à Bordeaux. Si je ne compte pas investir encore dans l'immobilier locatif, bah alors j'ai tout intérêt à acheter sur Bordeaux et à être résident de ma résidence principale. Même si ça me coûte très cher, j'ai plus intérêt à faire ça que de rester locataire toute ma vie. Donc pour moi, c'est de toute façon, enfin pour moi, c'est si vous voulez investir, alors là, il faut prendre cette décision. Est-ce que j'achète ma résidence principale? Est-ce que j'achète un bien locatif? Et quand on va se poser cette question, c'est est-ce que l'émotionnel, donc j'ai besoin de résidence principale, ma copine me demande d'en avoir une, etc. Bon, bah là, la question se pose pas, c'est on achète notre résidence principale, à moins qu'on la raisonne, bien sûr. Et ensuite, le calcul à faire, pour moi, ça va être surtout sur pas le manque à gagner, mais le coût d'opportunité. Moi, à Bordeaux, par exemple, je sais que mon loyer, du coup, je le paye 500 euros par mois. Si je devais acheter juste le même endroit là où j'habite, ça me coûterait, en gros, ça me coûterait avec le crédit, donc là aujourd'hui avec un taux à 4, entre 4 et 5%, ça me coûterait autour de 1000 euros par mois. Donc en gros, je passerais de 500 euros de ce que je paye actuellement à 1000 euros de ce que ça me coûte. Bon, évidemment, c'est 1000 euros que je vais pouvoir rembourser, donc que je vais avoir dans mon patrimoine, hein, bien sûr. Mais du coup, ça me coûterait beaucoup plus cher. Et donc, pour pouvoir enchaîner sur un investissement après, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, je préfère me dire, bah, je vais faire, donc en étant locataire, des investissements rentables qui vont pas trop impacter ma capacité d'endettement. Parce que justement, en fait, mes investissements, ils vont être faits bah, dans des petites villes ou des trucs comme ça. Et donc, ça me permet que les loyers vont être plus importants que ce que ça me coûte en crédit. Et donc, ça veut dire que si par exemple, vous avez une mensualité de 500 euros, bah, il faut que vous ayez à peu près, je sais pas, 700 euros de rentrée locative. Parce que comme la banque va prendre en compte vos revenus autour de 70%, Ouais. donc si vous gagnez 700 euros, elle va considérer que vous gagnez 500 euros, elle va voir en face que vous avez 500 euros, donc elle va vous dire, OK, cette opération, elle est blanche, elle ne Ouais. vous coûte rien, elle ne vous rapporte rien. Et donc là, vous allez pouvoir réemprunter le même montant que vous avez pu emprunter pour le projet précédent. Ça, en gros, c'est un peu ma vision. Donc ma vision, c'est si vous comptez enchaîner les opérations, il vaut mieux investir sur des opérations blanches ou alors des opérations qui vont vous faire gagner un petit peu d'argent pour pouvoir continuer à investir. Et ensuite, si vous comptez pas investir comme ça, bah, achetez votre résidence principale. Je sais pas si j'étais très clair. En fait, c'est sans schéma. Moi, j'ai l'habitude de Ouais. présenter avec des Ouais, slides, effectivement. des PowerPoint et tout. Ouais, Heu, effectivement, concrètement, ce que tu expliques, c'est finalement, il y a 2, je pense qu'il y a 2 choses à regarder pour la décision de est-ce que je fais une RP ou du locatif ou de l'investissement à côté. Il y a le côté psychologique, en fait, dont tu as parlé, qui est super important et qui est souvent sous-estimé. C'est, est-ce que ça me va de rester locataire? Est-ce que effectivement j'aime bien être chez moi? Est-ce que j'ai effectivement une compagne qui me dit: «Viens, on achète notre maison et cetera, on s'installe», on a l'impression d'être chez soi. mmh Ça, c'est le côté, psychologique et je rajouterais même quelque chose. En fait, ce conseil, qu'on entend souvent qui est, ça c'est une phrase que j'entends souvent, c'est que, payer un loyer, c'est jeter de l'argent par la fenêtre ou c'est enrichir son propriétaire, quelque chose du genre. mmh. Ça, c'est un conseil, en fait, qui vient souvent, de nos parents qu'eux-mêmes ont eu de leurs arrière-grands-parents. C'est mon explication perso, je la sors, de nulle part, hein. OK. Et en fait, je pense que ça vient d'un moment où les gens étaient, très stables. C'est-à-dire qu'on bougeait pas. On était né dans un village, on mariait limite, le voisin, on avait son job dans le même village et on bougeait pas. Aujourd'hui, les jeunes bougent beaucoup, parfois même à l'international. On a une certaine mobilité, on peut avoir des opportunités, de métiers à l'autre bout de la France, à Paris, dans le sud, même à l'international. Et du coup, cette mobilité, moi, je l'aime bien la garder. À titre personnel, ça rentre aussi dans la case psychologique. Et donc ce conseil, en fait, de voilà, avoir un loyer, c'est enrichir son propriétaire, moi je le trouve pas forcément vrai. Déjà, de un, si tu arrives à avoir une certaine discipline et d'investir par toi-même, ce qu'il y a bien avec l'immobilier, notamment avec la résidence principale, c'est que le crédit te force à épargner. Donc pour Mmh. les personnes, en fait, qui ne sont pas épargnants, naturellement, c'est une très, très bonne idée pour qu'ils se forcent à épargner. Et ce côté-là, moi, je pense que c'est de moins en moins vrai. Le fait d'être locataire, c'est perdre de l'argent. C'est même assez faux si on a une discipline, du moins. Deuxième chose à regarder pour cette décision, c'est le côté financier dont tu as parlé. Est-ce que vraiment, voilà, mettre les chiffres là, est-ce que acheter en termes de mensualité,
c'est l'équivalent de mon loyer aujourd'hui. Peut-être que là, je vais commencer à y réfléchir. Est-ce que c'est beaucoup plus cher que mon loyer aujourd'hui? Là, ça va peut-être être pas intéressant d'acheter. On va arriver vers la fin de ce podcast et à la question que je pose, comme dit, à tous mes invités, c'est est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? Moi, je pense que l'argent fait le bonheur. Je sais pas qui t'a dit, enfin, je sais pas s'il y a des gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur? Oui, il y en a qui disent que l'argent fait pas le bonheur. OK. Ah ouais, La non, moi je pense que clairement l'argent fait le bonheur. En fait, l'argent va créer, de la tranquillité d'esprit, mais va aussi créer des problèmes. Parce qu'en fait, le fait d'investir, moi par exemple, bah, ça me fait suer le fait de me dire que l'agence, immobilière va m'appeler pour me dire: «Il y a eu un dégât des eaux, non, non, non», tu vois? Donc ça, problème. Tu pas, t'as pas de problème. Mais heureux quoi, parce que dans 5-10 ans, quand je vais revendre cet immeuble, bah, si j'arrive à faire une plus-value ou que j'ai gagné de l'argent grâce à ça, bah, je vais être en mode, bah, je vais me payer des vacances grâce à ça, tu vois? Donc je vais Mmh. être très content et tout et moi je pense que clairement l'argent fait le bonheur. En fait, je pense que l'argent contribue à faire le bonheur. C'est pas que ça, parce qu'en fait, si tu as l'argent mais que tu pas la santé, clairement ça sert à rien, tu vois? Moi, je sais qu'à un moment, j'avais des douleurs à mon épaule, mais en fait, le fait que j'investisse, bah, j'en avais rien à foutre. En fait, Ouais. franchement, la santé, c'est vraiment numéro 1, Mmh. santé, relations, donc se sentir bien avec des gens et se sentir épanoui. Tu vois, je préfère 1000 fois avoir un métier où je suis au top de la pyramide de Maslow et je sens que je suis utile pour les gens, et d'être payé, je sais pas 2 000 €, donc que je vive suffisamment bien, heu, plutôt que d'être payé, je sais pas, 50 000 €, mais d'être hyper seul, d'être en Thaïlande, d'être, avec des gens que je connais pas, des étrangers ou quoi. Ouais. Ça c'est un peu mon truc, quoi. Toi, tu penses que l'argent fait le bonheur? Ah, c'est marrant, tu me retournes la question. Eh oui. J'ai fait un podcast avec, peut-être que tu connais, Sofiane Hadine? Ouais. Sofiane Hadine. J'ai fait un podcast avec lui, en fait, je suis entièrement d'accord avec sa réponse. C'est en fait, oui, l'argent fait le bonheur à partir d'un certain montant. Je l'ai pas en tête ce montant, mais je pense que quand on, on part d'un petit revenu, le fait d'augmenter au fur et à mesure son revenu va, clairement contribuer au bonheur. Mais une fois ce montant dépassé, en fait, ça va rien changer. Et pour conclure ma réponse, je suis aussi d'accord avec Naval Ravikant, en fait, il a 2 parties dans son livre, une partie sur comment faire de l'argent, comment devenir riche, et une partie sur le bonheur. Mmh. Et à la fin de sa partie sur devenir riche, il dit voilà, maintenant que tu sais comment devenir riche, et une fois que tu seras riche, tu comprendras que c'est pas ce que tu cherchais vraiment. Et cette phrase, je la trouve incroyable. Mmh. Et du coup, tu commences à un peu à réfléchir ok, bon, l'argent c'est bien, ça répond à plein de problèmes, mais qu'est-ce que c'est vraiment le bonheur et qu'est-ce qui y contribue, quoi. OK, très marrant. Ben en fait, enfin, toutes les personnes qui font des interviews et qui, justement, sont passées de zéro à, top millionnaire et cetera, en fait, ils le disent à chaque fois. Ils disent: Ouais, «L'argent ne fait pas le bonheur quand tu as atteint ce truc-là». c'est ça, Mais ils le disent pas au début quand tu en bas, quoi. c'est ça. Merci beaucoup à toi d'être venu, ça m'a fait vraiment plaisir de t'inviter. Bah, merci Hugo pour l'invitation, c'était super chouette et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À bientôt, Merci à ciao. toi. Ciao, ciao. Merci à toi d'être allé jusqu'au bout de cet épisode de Génération Investisseur. Je te donne maintenant rendez-vous en description pour 2 choses. Déjà, télécharger mon e-book offert Jeune et riche. Et deuxièmement, passer sur mon blog boussolenargent.fr où je vais rentrer beaucoup plus en profondeur sur divers sujets pour te permettre de bien épargner, bien investir et réaliser tes projets. Sur ce, moi je file et je te dis à la prochaine.